Combien coûte le Kia Sorento PHEV 2022, véhicule hybride rechargeable évidemment, qui est arrivé pratiquement un an après cette nouvelle génération du Kia Sorento qui a été lancée en 2021. Un véhicule qui était très attendu, qui nous avait un peu déçus, surtout dans sa version turbo compressée, et qui avait aussi déçu le public de par l'abandon du moteur V6 qui connaissait beaucoup de succès avec cette précédente génération du Kia Sorento. Sauf que là, les choses ont changé. Le prix de l'essence a explosé. Évidemment, les acheteurs d'hybrides et d'hybrides rechargeables sont davantage au rendez-vous. Donc, le timing, si je peux m'exprimer ainsi, pour Kia est excellent parce qu'on arrive avec une gamme complète de modèles, 4 choix de motorisation, une motorisation hybride et une hybride rechargeable disponible en différentes déclinaisons, différents niveaux de finition. Alors ça, c'est très intéressant. Et vous allez retrouver l'équivalent aussi du côté de chez Hyundai avec le Santa Fe, qui est disponible en version hybride et en version hybride rechargeable. Alors, le véhicule qu'on a ici, évidemment, c'est celui qui se situe au sommet de la gamme, un Sorento PHEV SX avec tout l'équipement de luxe qu'on souhaite obtenir. Et c'est la technologie qu'il faut regarder sur ce produit-là. On s'attendait évidemment à ce que Kia débarque peut-être avec une technologie un peu plus convaincante parce que ce qu'on a ici, c'est évidemment un moteur 1,6 litres turbo compressé jumelé à une boîte automatique à 6 rapports, très traditionnel comme approche, mais on a aussi un moteur électrique et une batterie de 14 kWh, ce qui malheureusement ne rend pas le véhicule éligible aux pleins crédits gouvernementaux qui ont récemment changé du côté provincial ici au Québec, passant de 4 000 à 2 500 $. Donc le crédit total applicable, si on combine les crédits fédéraux et les crédits provinciaux ici au Québec, c'est 5 000 $ ou si vous préférez 4 349 $ plus taxes, ce qui donne 5 000 $. C'est ce qu'on peut appliquer sur la version PHEV. Avant de vous parler évidemment de la PHEV, un mot sur l'hybride qui propose une technologie assez convaincante parce que la consommation d'essence, elle est assez faible. Les cotes annoncées, 6,4 litres au 100 en ville, 7 litres sur route. Cote de consommation qui va cependant grimper de façon considérable durant l'hiver. Moi, j'avais fait une moyenne à un peu plus de 9 litres au 100 l'hiver dernier avec cette version-là. Alors, ça m'avait un peu déçu, mais en saison estivale, c'est quand même un véhicule très économique, à peine plus gourmand qu'un RAV4 hybride ou qu'un Ford Escape hybride. Mais évidemment, on est ici avec un véhicule qui est un peu plus lourd, un peu plus spacieux, un peu plus imposant, à mi-chemin entre un compact et un intermédiaire parce que le positionnement du Sorento demeure quand même assez nébuleux. On n'est pas encore au niveau évidemment d'un Kia Telluride qui est un véritable VUS intermédiaire, mais on est quand même plus gros qu'un Kia Sportage qui lui aussi se renouvelle et qui sera lui aussi disponible en version hybride et hybride rechargeable d'ici peu, comme quoi le constructeur Kia veut ajouter davantage de versions hybrides et électriques à l'ensemble de sa gamme. Du côté de la version PHEV maintenant, côté technologique, je le disais, moteur 1,6 litres turbo, 177 chevaux, moteur électrique également de 90 chevaux pour une puissance maximale combinée de 261 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Côté batterie, 14 kWh, un peu décevant. C'est moins que ce que propose Ford avec l'Escape plug-in hybrid, mais c'est encore moins que ce que propose Toyota avec le RAV4 Prime. Et du côté de Mitsubishi, on le sait, on s'en vient avec un Outlander PHEV qui, lui, offrira une batterie de 20 kWh. Alors ça sera très intéressant. Donc, on est un peu en retrait par rapport à ce que propose la compétition et c'est un petit peu décevant. Et c'est aussi vrai du côté de chez Kia que de chez Hyundai, bien sûr. Maintenant, l'autonomie annoncée, c'est 51 km en de belles conditions, des conditions optimales évidemment, parce que l'hiver, on sera loin de ça. Mais une fois que vous aurez passé le cap de ces 51 km, cotes de consommation qui, là aussi, sont peut-être un peu décevantes pour un véhicule hybride de ce calibre-là. C'est 7,1 litres au 100 en ville, 7,3 sur route, un peu plus que la moyenne de la compétition. On peut l'expliquer par le fait qu'on a une transmission traditionnelle, qu'on a un moteur 1,6 litres turbo compressé, qui n'est pas nécessairement le moteur le plus impressionnant au niveau du rendement énergétique dans d'autres véhicules de la grande famille Hyundai Kia, mais aussi parce que le véhicule est quand même assez lourd, plus lourd qu'un hybride conventionnel.
Alors, voilà pourquoi on a des cotes qui oscillent autour des 7,5 litres au 100. Et sachez évidemment que ça va grimper considérablement durant l'hiver parce que le moteur est davantage sollicité et parce que le mode hybride n'est pas nécessairement le plus efficace sur ce véhicule-là par rapport à d'autres produits de la compétition. Donc, une technologie qui, globalement, n'impressionne guère, mais qui vous permet quand même, bien sûr, d'économiser énormément à la pompe, surtout par rapport à la version turbo compressée qu'on propose actuellement sur le marché et qui fait 290 chevaux, donc juste un peu plus de puissance que ce qu'on a ici. Au volant du Sorento PHEV, actuellement, j'ai épuisé l'autonomie électrique que j'avais. J'ai réussi à faire 47 km dans les conditions actuelles en mode électrique. Alors, c'est pas si mal. Et une fois que vous passez cette étape-là, vous faites entre 7 et 5,5 litres au 100 de moyenne de consommation combinée. Vous allez réussir à exploiter le mode hybride un peu, mais je vous avoue que le moteur à essence se met en marche assez souvent. Évidemment, comme on a une transmission à 6 rapports traditionnels, mais c'est peut-être moins efficace au niveau de l'exploitation énergétique que si vous aviez une boîte CVT, par exemple, mais qui n'offrirait pas le même agrément. Parce qu'une boîte automatique conventionnelle, c'est toujours plus intéressant à exploiter qu'une boîte CVT. Je dois aussi souligner que le véhicule est quand même assez silencieux, même une fois le moteur à essence engagé. Alors ça, c'est un avantage. Mais là où le véhicule déçoit, c'est durant la saison froide. Pourquoi? Parce que il est rare que vous pourrez circuler avec le véhicule en mode 100% électrique, même s'il est pleinement chargé, parce que en exploitant le chauffage du véhicule, en considérant la température extérieure, l'ordinateur du véhicule et le système d'exploitation va faire en sorte que le moteur à essence va se mettre en marche pratiquement tout le temps. C'est la grosse déception. C'est ce qui m'avait déçu aussi avec le Ford Escape PHEV, mais c'est un élément qui était certainement plus intéressant avec le Toyota RAV4 Prime, où malgré la température très froide, on était capable de circuler en mode 100% électrique sur une distance quand même assez longue. Et ce n'est pas le cas avec le Sorento PHEV ou avec le Hyundai Santa Fe PHEV qui propose exactement la même technologie. Donc, considérez que vous allez rouler avec ce véhicule-là en mode 100% électrique facilement durant 8-9 mois durant l'année, mais ça sera plus difficile en décembre, janvier, février parce qu'il fait encore froid et parce que vous aurez besoin, bien sûr, du chauffage de votre véhicule. Je ne suis certainement pas celui qui vous recommanderait de rouler sans chauffage, bien que certaines personnes, pour sauver un peu d'énergie, vont quand même le faire. Vous savez, ces conducteurs qu'on voit sur la route l'hiver à moins 20 avec les vitres toutes givrées, un peu dangereux, mais il y en a qui le font. Alors, c'est peut-être la déception de ce véhicule-là, son rendement énergétique durant l'hiver et le fait qu'une fois passé les 40 ou 50 km en mode 100% électrique, mais la consommation d'essence est un petit peu plus élevée que la moyenne. Un mot aussi pour souligner que côté suspension, côté frein, côté confort, le Sorento est un véhicule qui se défend très bien. C'est silencieux, c'est confortable, les suspensions sont bien adaptées. On a aussi des roues qui ne sont pas trop grosses, donc ça cogne pas trop dur. Même dans cette version SX, on n'a pas pris la décision, par exemple, d'aller avec des jantes de 20 pouces, comme sur d'autres véhicules de la compétition, qui ferait en sorte que ça cognerait un peu plus dur et que le rendement énergétique serait encore moins intéressant. Alors ça, c'est une bonne chose. D'entrée de jeu, je me permets d'abord de souligner l'effort qu'on a apporté à bord du Sorento PHEV, du moins dans cette version SX, pour les agencements de couleurs qui sont vraiment magnifiques. On est tanné du noir, on est tanné du beige, on a ça tout le temps, partout, dans tous les véhicules. Et là, ici, ce qu'on nous propose, c'est un cuir de couleur marine qu'on marie avec des accents de beige et des accents métalliques. Pour moi, c'est de très bon goût et ça donne l'impression d'un véhicule beaucoup plus onéreux que ce que c'est en réalité. Alors ça, c'est vraiment réussi. Franchement, sur le plan esthétique, c'est très, très, très intéressant. Évidemment, il y a un éclairage d'ambiance le soir venu qui amène encore plus de chaleur et de richesse à bord de ce véhicule-là. Alors ça, j'aime bien. Maintenant, côté ergonomique, c'est également impeccable. Rien à dire. Instrumentation numérique, il faut dire qu'on est dans la version SX qui a droit à cette instrumentation-là. L'écran central tactile, très efficace, dont la rapidité d'exécution est très bonne aussi.
toutes les fonctions sont là. Apple CarPlay, Android Auto sans fil, bien sûr. Siège chauffant, ventilé, on est dans la version la plus luxueuse. Et toute la console centrale, très bien pensée, beaucoup d'espace de rangement, un bon aménagement. Vous avez les modes de conduite ici. Bon, bien sûr, les porte-gobelets qu'on retrouve sous la coudoir centrale, mais aussi un réceptacle de rangement à l'avant. Vous avez 3 prises USB pour charger vos appareils mobiles ou tout autre. Alors, c'est vraiment très bien. Les sièges sont confortables, l'assise est assez longue, on peut ajuster comme bon nous semble. Encore une fois, c'est un véhicule coréen, on aurait peut-être aimé pouvoir abaisser l'assise davantage, mais dans un produit comme le Sorento, l'impact est moins grand que sur d'autres véhicules. Je pense à la Kia EV6 qu'on a lancé récemment, où là, ben, on aurait aimé abaisser le siège beaucoup plus que ce qu'on peut faire. Ici, oui, mais dans une moindre mesure. Alors, un habitacle qui est vraiment, vraiment bien pensé. Il faut savoir que dans le véhicule dans lequel on se trouve présentement, siège capitaine à la 2e rangée, donc 2 places assises à la 2e rangée et 2 places assises à la 3e rangée, avec accès facile, ça, il faut le souligner, pour un total de 6 passagers qui peuvent prendre place à bord du véhicule. Sauf que si c'est le cas, bien, vous perdez pratiquement tout espace cargo. L'espace cargo restant est symbolique si vous relevez le dossier des sièges à la 3e rangée. Mais au moins, vous avez cette possibilité-là et ça en fait un véhicule plus polyvalent que la moyenne de ce que vous allez retrouver sur le marché. Et j'oserais même dire plus polyvalent que le Mitsubishi Outlander PHEV qui arrivera prochainement sur le marché parce que ce véhicule-là, bon, on le sait, proposera aussi 3 rangées de sièges, mais avec un espace cargo encore moindre que ce qu'on obtient ici. Alors ça, c'est un point qu'il faut souligner. Donc un habitacle qui est esthétique, qui est ergonomique, où la quantité d'accessoires, de gadgets est très présent. On est encore une fois dans la version SX et si vous optez pour un modèle EX ou EX+, bien là, vous allez perdre un petit peu en équipement, mais c'est quand même toujours très généreux par rapport à la compétition et vous avez un environnement qui est extrêmement spacieux, confortable, ergonomique, bien aménagé et de très bon goût, vous le voyez. Échelle de prix maintenant pour le Sorento. D'abord, la version hybride. Il y a 2 modèles de disponibles, LX et EX. 38 660 à 43 960 selon la version que vous allez choisir, transport, préparation inclus. Et si vous passez à la version PHEV, ce qu'on a ici, là, il y a 3 versions de disponibles. EX, EX+, et SX, c'est celle qu'on a ici. Et je vous donne en rafale la liste des équipements supplémentaires qu'on obtient d'un modèle à l'autre. Alors, si vous passez à la version EX+, on ajoute éclairage d'ambiance, toit ouvrant panoramique, feu à DEL à l'arrière, cuir synthétique à bord du véhicule plutôt que du tissu, sièges arrière qui sont chauffants, une finition de luxe supérieure à bord du véhicule et un régulateur de vitesse intelligent. Et on ajoute ensuite à la version SX, bon, du cuir véritable, sièges avant qui sont ventilés, l'instrumentation numérique de 12,3 pouces, donc beaucoup plus moderne à bord du véhicule, et visualisation tête haute, donc le reflet de la vitesse et d'autres informations dans le pare-brise. Vous allez avoir moniteur d'angle mort, capteur de collision en marche arrière et un écran de visualisation sur 360 degrés. Ça, c'est pour la version SX. Maintenant, les prix, bien évidemment, 46 960 version EX, 52 560 version EX+, et 56 960 pour la version SX, ce qui est ici. Par contre, on peut retirer de ce prix un montant de 4 349 $, ce qui est 5 000 taxes incluses, ce qui ramène les prix réels à 42 611 $ pour la version EX, 48 211 $ pour la version EX+, et dans le cas qui nous concerne, la version SX, 52 611 $. C'est le prix. Une fois les crédits retirés pour le véhicule qui est ici, vous ajoutez à cela les taxes. Ce qui signifie que dans le cas du véhicule qu'on a ici, si vous décidez de financer terme de 72 mois à un taux de 4,49 %, c'est plus ou moins agressif, mais vous aurez compris que ce véhicule-là est actuellement très en demande, bien, 850 $ par mois, taxes incluses, sur 6 ans. Et côté location, 48 mois, 20 000 km par année, les taux sont encore plus élevés, 5,99 %. Donc, vous allez payer 696 $ par mois, taxes incluses sur 4 ans, après quoi vous pourrez racheter le véhicule pour 29 195
95 $, c'est la valeur résiduelle pour le rachat de ce véhicule-là. Alors, assez compétitif au niveau des prix, mais à mon avis, plus intéressant au niveau du financement que de la location parce que de toute façon, il est clair que c'est un véhicule qui va garder une excellente valeur marchande. Il y a des gens qui vont s'arracher ces modèles-là tantôt parce que, on le sait, le prix de l'essence n'a pas fini de grimper.